Donc, on a une dizaine de participants. Juste pour vous dire, super. Il y a un petit lag, j'ai l'impression. Je pose une question, puis les réponses, elles arrivent un petit peu plus tard. C'est le temps d'écrire, peut-être. C'est ça, on n'écrit Ouais, pas tous très vite. je suis exigeant. Bon. Bon, on va peut-être l'être un peu avec notre atelier. Euh, Salut Cassandra, Rachni, Valentine. Une dernière petite minute, étant donné qu'on va vous transférer sur un mural pour qu'on puisse travailler un petit peu ensemble. On va vous faire vivre un petit moment démocratique, une petite simulation. Démocratique et futuriste. Ah, ça marche. Écoute, Annie, je vais prendre mon temps. Ça prend 10-15 minutes de faire l'introduction que j'ai prévu de faire en 2 minutes. Comme ça, on va être bon. Ok. De toute façon, on a prévu, il y a un peu de lecture qui va être faite. Donc, je vais commencer. Je vais commencer par vous parler de cette séance qu'on vous a concoctée pour Montréal Connect. Donc, cet atelier qu'on a nommé le Forum citoyen 2034 pour un numérique responsable et vous est présenté par un petit collectif de jeunes travailleurs montréalais, d'étudiants universitaires et de jeunes citoyens de la ville de Nantes qui sont ici présents avec moi autour de la table, tous concernés par le devenir de l'humain et de la biosphère, et qui ont été choisis par le Printemps numérique et l'Université de Nantes pour réfléchir ensemble au futur du numérique dans ses dimensions techniques, économiques, écologiques et sociales. Donc, je vais inviter mes collègues à se présenter rapidement. Je vais le faire moi aussi. Donc, moi, je m'appelle Raphaël Guyard. Je suis accompagnateur stratégique à la Maison de l'innovation sociale, qui est une OBNL qui vise à démonter les obstacles qui se dressent entre une idée impact social ancrée dans les défis de transition socio-écologique et la réalité. Que ce soit confronter la réglementation en vigueur, les modèles d'affaires ou les coutumes sociales. Donc peut-être la parole à Sarah. Ben oui, merci. Allô tout le monde, je suis contente d'être là. Donc, moi, c'est Sarah Libersan. Je travaille comme designer dans le multimédia, donc le secteur des arts et de la créativité numérique. Puis en ce moment, je suis en train de réaliser une maîtrise et mon sujet de recherche, c'est sur l'intégration de pratiques soutenables dans le secteur des arts et de la créativité numérique à Montréal. C'est de développer un numérique dans les limites planétaires. Donc voilà, je vais passer la parole à Tiffaine. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tiffaine Brigand et je suis actuellement étudiante à Nantes Université dans un master qui s'appelle Culture numérique. Donc, c'est un 360 sur tout ce qui est numérique. Ça va de la programmation avec de l'IA, de la réalité virtuelle jusqu'aux sciences de psychocognitive et l'économie numérique. Donc, c'est extrêmement vaste et à travers ce programme-là, j'ai eu la chance de travailler sur le manifeste Débranché qui m'a permis de rencontrer et travailler avec ces merveilleuses personnes. Et dans le cadre de mon master, je fais des recherches autour du numérique responsable et les promesses que la blockchain peuvent apporter autour de ça. Et je vais passer la parole à Marie pour qu'elle se présente. Merci Tiffaine. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci de nous rejoindre en si grand nombre. On avait vraiment de vous voir. Donc, je m'appelle Marie Plamondon. Je travaille comme analyste principale pour Nord-Ouvert. On est un OBNL, puis on travaille sur le programme de Montréal en commun sur le chantier de la gouvernance des données. Donc, c'est un grand projet écosystémique de la ville de Montréal dans un désir de repenser la ville en mobilité, en alimentation, puis en réglementation municipale, en utilisant les données et les technologies. Donc, on a travaillé avec des Nantais comme Tiffaine, avec justement les réflexions montréalaises de mes coéquipiers ici. Donc, je vais passer la balle à Rosanne. Bonjour tout le monde. Désolée, vous avez eu ma belle photo pendant très longtemps. J'avais un petit enjeu à comprendre de la technologie, parlant de numérique. Alors, content d'être avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Des fois, je sais que mon micro est OK.
Très bien. Et moi, je suis conseillère principale aux communications numériques chez National, le cabinet de relations publiques. Donc, je travaille au quotidien là, avec plusieurs plateformes numériques comme les réseaux sociaux, les sites web, les moteurs de recherche, puis aussi avec différents enjeux là, en ligne pour nos clients. Mais les enjeux qui m'intéressent plus personnellement sont l'accès à la technologie ou l'accès à l'information, tous les aspects aussi là, de communauté en ligne et de... Je sais pas si Marie rit parce qu'elle vient de voir mon message, genre aidez-moi. Mais oui, tout l'aspect de communauté, de comportement consommateur, comportement là, des utilisateurs qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est vraiment l'humain derrière le numérique qui m'intéresse. Parfait. Merci à toutes. Donc voilà un groupe de parfaits inconnus qui ont été rassemblés pour travailler autour de la conception d'un manifeste pour un numérique responsable en 2034 qui sera présenté jeudi matin. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourra vous envoyer un lien. De toute façon, vous aurez le lien sur l'espace de travail qu'on vous a préparé dans quelques secondes. Donc, c'est ça. Malgré nos trajectoires et nos histoires différentes, nos champs de pratique disciplinaires qui sont également différents, de nombreux terrains d'entente sont apparus entre nous sur les inquiétudes, les valeurs et les habitudes qui devraient définir l'Occident, et tout singulièrement les villes de Nantes et de Montréal, d'où nous sommes issus, à l'horizon 2034. Donc, toutes ces préoccupations, nous les avons canalisées en un journal fictif qui raconte l'état du monde en 2034, après un crash écologique et une sorte de revirement paradigmatique sur la place du numérique dans nos sociétés. Donc, pour voir notre vision, je vous inviterai à regarder le manifeste. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'entre nous qui pourrait le partager d'ores et déjà. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, il est inspiré des protocoles de vote et d'adoption des résolutions proposées à l'ONU, en imaginant en 2034 que de nouveaux dispositifs démocratiques seront mis en place pour assurer la participation d'une plus grande majorité de citoyens aux décisions internationales. Cela fait référence à un passage du manifeste qu'on a rédigé dans laquelle on parlait de gouvernance, puis on parlait de participation citoyenne sur les décisions qui devraient construire le monde de demain. Donc maintenant, pour introduire l'atelier, je vais passer la parole à Sarah, qui va être notre facilitatrice, qui Oui. m'a envoyé, juste pour vous dire, le lien se trouve maintenant sur le chat, normalement, puis il y a le manifeste aussi. Mais pour l'instant, je vais vous demander de suivre les instructions qui vont vous être données. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler sur Mural, peut-être de choses, de suivre les indications, puis de le manifester sur le chat, puis on va prendre le temps de bien expliquer les choses, puis on va s'adapter en conséquence. Donc, je viens de partager mon écran. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à mettre la conférence ou la vidéo en plein écran parce que vous allez mieux voir. Vu qu'il va y avoir beaucoup de texte quand même qui va être présenté. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulement de l'atelier. L'atelier est censé se terminer vers 3h15, donc on a quand même une bonne heure ensemble. Donc, aujourd'hui, le forum va se passer selon les étapes suivantes. Donc, on va vous présenter une résolution. C'est Tiffaine qui va vous la présenter. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un bulletin de vote où vous allez inscrire vos informations personnelles et celles que vous voulez divulguer, c'est certainement. Puis ensuite, vous allez répondre aux questions qui sont sur le bulletin de vote. Donc, vous allez pouvoir prendre position par rapport à la résolution qu'on vous propose. Donc, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre et est-ce que vous voudriez proposer un amendement, donc une modification à la résolution. Ensuite, je vais vous demander de placer votre bulletin de vote selon les colonnes. Puis, on va inviter des personnes à venir échanger. Donc, on va vous mettre à l'écran si vous le souhaitez. Puis, vous allez pouvoir venir présenter votre point de vue. Donc, pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre et quelles sont les raisons qui vous poussent à proposer un amendement. Puis, on va terminer par un vote. Puis, on va wrapper ça ensemble là, autour... pour les dernières minutes. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu le mural, comment il fonctionne.
Donc, on va avoir la résolution ici que Tiffany va prendre le temps de lire un peu plus tard. La portion vote. Donc, on va avoir des bulletins de vote ici que vous allez pouvoir remplir. Donc, moi, je pourrais remplir. Je vais faire une simulation là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Mural. Donc, j'écrirai mon nom. Ensuite, pourquoi je ne suis pas d'accord avec la résolution? Un amendement. Puis, donc, on fait juste cliquer sur le texte, puis on peut le modifier. Okay, donc, pourquoi je pourrais dire parce que je ne vais pas. On saisit un petit peu le principe. Puis, on va prendre le temps de répondre à vos questions s'il y en a. Et par la suite, vous allez pouvoir déplacer votre bulletin de vote une fois qu'il sera rempli dans la section de votre choix. Donc, si vous êtes contre, si vous êtes pour. Donc, voilà. Donc, ça va être ça. En gros, les étapes. Donc, je vais vous demander d'attendre que je vous guide à travers ces étapes-là de l'atelier. Donc, on va poursuivre avec Oups, excusez-moi, je suis un peu... Oui, OK. Est-ce que il y a des questions à ce stade-ci pour commencer? Prenons quelques secondes. Utilisez le chat de la discussion interactive peut-être pour ça s'il y a des questions. Est-ce que tout le monde a pu se brancher sur le mural également? Est-ce que quelqu'un éprouve une difficulté pour le faire? Yes! Merci, Valentine. Valentine, c'est une pro des simulations des Nations Unies. Peut-être qu'elle en fait des vraies. Moi, j'en ai juste fait des fausses. OK, bien, dans ce cas, s'il n'y a pas de questions, vous allez pouvoir les poser là, au fil de l'atelier. Donc, Tiffany, je vais t'inviter à présenter la résolution. Super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous inviter à fermer les yeux et de vous projeter en 2027. Donc, on est en 2027 et il y a un énorme crash écologique. Il devient très difficile d'accéder à l'eau, l'air, tout ce qui est des ressources qui sont essentielles à la vie deviennent compliquées à obtenir. Et ceci fait augmenter les conflits à travers la planète. Et ces conflits-là sont exacerbés par le numérique qui devient plus un outil de connexion, mais une arme qui contrôle les gens, une arme qui abat les gens. Et donc, en vue de cette crise mondiale qu'on vit en 2027 jusqu'à 2030, on prend conscience réellement de tous les impacts et les possibilités de travers du numérique. Dans cette perspective-là, avec un rééquilibre de l'ordre mondial, l'ONU va établir un 18e objectif, les Nations Unies va établir un 18e objectif qui est d'attendre vers un numérique responsable. Et c'est aujourd'hui, dans cette perspective-là, qu'on se retrouve en 2034 pour voter une résolution autour des quotas numériques, des quotas de connexion. Donc, suite à des recherches qui ont été effectuées pour mieux comprendre le numérique et les impacts sociétals, écologiques de cet outil qui est hyper présent autour de nous, les chercheurs ont pu démontrer qu'au-delà de 1h30 passées à interagir avec des interfaces numériques, ça devient néfaste pour les êtres humains. Et donc, les Nations Unies prônent et proposent la résolution suivante, c'est d'établir des quotas de connexion. Et donc, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de comment est-ce qu'on va établir ces quotas de connexion. Donc, on a établi 2 règles autour de ces quotas pour le moment. Et la première règle, c'est de mettre en place des processus de mesure anonymisés pour évaluer le temps de réel personnel passé sur les réseaux, donc le temps de connexion que chaque individu passe. Et ensuite, c'est justement l'établissement de processus pour couper l'accès quand on a dépassé 1h30 d'utilisation journalière des réseaux numériques. Et donc, aujourd'hui, on va vous inviter à discuter, à utiliser les bulletins pour exprimer votre vision de cette résolution-là. Ce que vous voulez, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec, si vous avez des suggestions à faire, si vous êtes totalement contre cette résolution-là. Donc, on va vous inviter à utiliser les bulletins pour exprimer votre opinion. Et je
je vais laisser Sarah reprendre la parole. Ben, avant de passer au vote et partager nos idées, je voudrais juste m'assurer que tout le monde ait compris la résolution. Donc, s'il y a des questions par rapport à la résolution, des questions de compréhension, s'il y a des gens qui veulent avoir des précisions, je vous inviterai à lever la main, puis on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Si vous voulez aussi, vous pouvez le faire via le chat. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, hein? C'est ça, je me disais aussi. Donc, je vais vous inviter à aller dans la section. Sarah, j'ai invité quelqu'un. Ah! Parfait. Bonjour. Bonjour. Oui, bon. On mentionne que c'est 1h30 pour le temps personnel, mais disons, c'est pas juste le personnel. On utilise la technologie à tous les jours pour beaucoup d'industries, dont la santé et tout ça. Est-ce que ça s'inclut ou pas? Tiffaine, est-ce que tu veux répondre? Oui, donc on a pris le parti de consacrer ça au temps personnel. Mais justement, c'est libre à vous de débattre qu'est-ce qu'on inclut dans cette résolution-là. Est-ce qu'on inclut aussi le temps passé au niveau professionnel, sachant que, bah, oui, malgré tout, ça reste un temps d'interaction avec une interface numérique. Donc, le temps passé et qui est colossal. Moi, je le vois très bien avec mes études. Je passe des heures et des heures derrière un écran. Donc, ça peut être une évolution, une possible modification. Donc, c'est libre à vous d'en discuter et de voir vers quoi vous voulez tendre. L'idée, c'est d'amener des nuances en fonction de l'expérience puis de la réalité de chacun. Donc, on essaie d'avoir le plus de perspectives en partant du principe que très souvent, des propositions de résolution sont faites de façon peut-être contraignante, sans prendre en considération toutes les réalités. Puis en imaginant un contexte de crise éventuelle, quel serait le processus pour pouvoir amener toutes ces précisions. Donc, l'idée, c'est de le faire. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont très pertinentes, qui pourraient amener des réflexions pertinentes si jamais on doit encadrer l'utilisation du numérique en fonction des usages plus particulièrement. Donc, l'idée, c'est de faire ça. Voilà. Donc, Roshni, est-ce que ça répond bien à ta question? Mais oui. Oui? Pour ma question, merci. Parfait. Donc, s'il y a d'autres questions, je vous invite à vous manifester. Sinon, si je vous donnerai un peu la parole via le mural, là, je vois qu'il y a déjà des petites flèches qui commencent à se promener dans le document. Donc, allez vous emparer d'un bulletin de vote, puis remplissez, répondez aux questions qui sont écrites sur le bulletin. On va vous donner quelques minutes pour faire ça. Puis vraiment, là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes les positions sont bonnes. Toutes les raisons pour être pour être contre. Puis allez-y à partir de votre expérience personnelle pour commencer. Si ça tente, vous pouvez aussi jouer l'avocat du diable, puis avoir une posture qui n'est pas la vôtre, puis essayer de challenger la résolution de cette façon-là. Avec un archétype. On va essayer de susciter le débat avec ça. Et aussi, ce qui peut être intéressant comme exercice, c'est vraiment contextualiser par rapport à où est-ce que vous vivez et quelles sont vos contraintes au quotidien. Ou même, c'est ça, penser aux contraintes de personnes qui vous sont proches et qui sont dans une réalité différente et différente des personnes qui ont une accessibilité facile et fluide avec le numérique aussi, ça peut être intéressant. Ça prendrait un peu de musique d'ascenseur, je pense. Je pense qu'on est bien un peu... On a un peu de temps pour se concentrer sur ce qu'on a envie de rédiger puis de proposer. Donc, prenez le temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire le lien, soit avec votre vécu, pour nous permettre de voir comme l'essor des perspectives,
notamment, puisqu'on a comme en tout cas dans la programmation et parmi les intervenants, il y a une diversité qui pourrait rendre le débat très riche sur l'essor des perspectives. J'ai envie d'écrire la mienne, puis je vais le faire. Je vois que Mélissa s'est jointe à nous. Exact. Mélissa, est-ce que tu veux prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. En fait, c'est vraiment simplement une technicalité. J'essaie d'écrire et vous l'avez expliqué, mais je n'étais pas encore rendue au point où vous étiez. Comment on fait pour écrire dans... Ben oui, je vais vous montrer ça. Donc, faites juste cliquer sur le texte et vous allez pouvoir l'éditer. Tout simplement. OK. Tout J'essayais. simplement. Ça ne fonctionnait pas, mais je vais le réessayer à l'instant. Merci beaucoup. OK, parfait. Ça fait plaisir. En même temps, je pense que ça a été l'occasion peut-être de refaire une démo pour les personnes qui sont jointes un petit peu plus tard. Puis surtout, n'hésitez surtout pas à poser une question si vous avez besoin de précision ou d'explications supplémentaires. Donc on y est. Bon, j'ai hâte de vous entendre, là. Je commence à lire vos réponses. Je ne veux pas me voler la surprise pour le débat. Donc, est-ce que vous pensez qu'on laisse encore 1 minute? 2? Une petite minute supplémentaire? 2 minutes. Ouais, 2 minutes. On va dire 3 pour ça donner le temps. Pas que ce soit trop stressant non plus, là. Moi, je me demande, c'était pas dans le plan de facilitation que nous, on participe, mais je suis en train d'écrire une résolution. Ah! Je vais deep. Je sais pas si vous le faites aussi, mais je suis... Si je le fais, vous allez voir ce que j'écris. Je m'attends pas à parler, mais vous savez. Raphaël, j'aime vraiment le fait que tu es allé comme au milieu des bulletins parce que tout le monde est comme en haut à gauche des bulletins. On va les déplacer, c'est pas très grave. Ouais. Oh, mais laisse-les. Attends. Je suis là. Ouais. Je suis un radical. 100% en faveur, sans pitié. Pas de demi-mesure. Donc, encore peut-être un peu moins qu'une minute. 1 minute pour finaliser votre argumentaire.
OK. Donc, je vais vous inviter à aller placer votre bulletin de vote dans la section qui vous semble la plus appropriée. Donc, soit en faveur de la résolution, contre la résolution ou oui, mais avec un amendement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur votre bulletin de vote et le glisser dans la section qui est à propos pour vous. Donc, je vais vous laisser peut-être 2 minutes, 1 minute pour faire ça. Si vous avez des problèmes pour faire cette opération-là, faites-nous signe, on va vous répondre. Je vois qu'il y a des gens qui se placent déjà. Génial. Salut Evelyne, je regarde ton bulletin. On pourrait le mettre dans la rubrique contre la résolution ou oui avec amendement. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec des amendements en fait. C'est très intéressant. OK. On va laisser encore. Je vois qu'il y a quelqu'un Un double. qui n'a pas encore. Et Evelyne, peut-être le mettre entre les deux. Il y a quelqu'un qui a mis entre les deux, je trouve ça génial. Jonas. C'est un non, mais mon cœur, il penche plus d'un côté que de l'autre. Mais j'ai envie de faire une critique constructive. Ça m'a l'air de ça. Parfait. Ben là, j'ai hâte de vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin d'un peu de temps pour placer son vote? J'ai l'impression que non. OK, super. Donc, la prochaine étape, ça va être un peu de vous entendre, de vous donner la parole. Donc, j'inviterais peut-être la personne qui est en faveur de la résolution. Ah, c'est Oui, Raphaël. c'est moi. Je l'anticipais. Ben, peut-être que tu pourrais ouvrir le bal le temps que je crois que Hussein n'a pas complètement terminé. Donc, peut-être que Ok. Raphaël, tu pourrais ouvrir le bal puis nous parler de ta position, pourquoi tu es pour ou Pourquoi contre. Pourquoi tu es pour, en fait, la résolution. Ok. En fait, pourquoi je suis pour, c'est très bien. Puis là, on va inviter un petit peu à la discussion. Une fois, je me fais l'avocat du diable parce que c'est pas entièrement ma position, mais je voulais aller avec une posture qui était un peu radicale. Donc, je disais que j'étais entièrement d'accord. Déjà, moi, je représente l'Amérique du Sud et mon vécu m'inspire à essayer de faire des liens avec l'époque où le numérique n'était pas omniprésent de notre vie, dans la façon comment on s'organisait socialement. Puis que je trouvais que les liens entre l'utilisation des ressources et leur épuisement au niveau planétaire est clair dans le cadre de la consommation d'énergie liée aux nouvelles technologies. Je pense qu'il y a d'autres fondamentaux qui peuvent assurer le lien social et d'autres moyens techniques, qu'ils soient en urbanisme ou des postures politiques ou de médiation culturelle qui pourraient répondre à nos besoins. Donc ça c'est moi. Puis peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait réagir. Donc, si quelqu'un veut réagir, vous pouvez lever votre main, puis on va vous inviter sur la scène pour vous entendre. Oh. Valentine. Oui, et bonjour à tous. En fait, je trouve ça super intéressant que tu fasses écho à... avant, on n'avait pas tout ça, donc ça montre qu'on pouvait s'organiser différemment aussi. C'est la partie positive que je trouve qu'il y a du lien social qui peut être créé, local. Donc, c'est dans les parties pour, effectivement, de mon billet qui viennent me chercher par rapport à ce que tu dis.
Super. Puis dans ton billet, tu amené des nouvelles pistes peut-être pour essayer de trouver un équilibre entre les façons comment on développe du lien social en physique plutôt qu'en virtuel? Je remettais ça en perspective de dire que justement, il faudrait favoriser de montrer les bienfaits aussi de se déconnecter et OK. justement peut-être se reconnecter avec la nature, se déconnecter du virtuel, mais se reconnecter avec la nature, avec l'humain. Ça, je pense qu'on oublie des fois, on est tellement le nez sur notre téléphone, sur un écran tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça vient sans arrêt nous chercher, nous happer avec les notifications. Puis il y a tellement de choses qui montrent que quand on coupe ça, ça peut aussi amener des bienfaits. Par contre, moi, l'aspect, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de tout numériser qui amène une efficacité qui fait qu'une heure et demie, est-ce que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai à faire aussi d'un point de vue personnel? OK. Je vais faire le lien avec ton amendement. Peut-être que tu pourrais nous le présenter, étant donné que on va passer du côté du non, puis tu t'étais prononcé plutôt en désaccord. Puis nous parler toi Oui, du avec amendement. ouais. Pardon. Ouais. Ben, moi, j'ai mis pour, mais c'est tout ce que je viens de dire, le côté, on pourrait remontrer aussi et revaloriser ce que ça peut apporter de se déconnecter et montrer qu'il peut y avoir des alternatives pour créer des liens. Mais j'ai pas proposé de solution, mais c'est de OK. valoriser cette partie-là pour créer du lien, des activités et des habitudes davantage locales. Mais c'est vraiment sur cette partie, on est en train de tout numériser et ça amène beaucoup d'efficacité. Donc, Mmh. est-ce que je peux réaliser tout ce que j'ai à faire en 1 heure et demie? Je ne suis pas sûre. Ne serait-ce que là, moi, je suis dans un syndicat de copropriété. Je dois trouver Ouais. des personnes, et, j'ai des devis à faire. Et ce n'est pas ma partie professionnelle, ça reste mon personnel où je dois gérer mon condo là, et la bâtisse. Donc, ça amène que je suis devant un ordinateur au-delà de mon travail. Aussi en personnel pour faire de la gestion, de l'administration. C'est super. Puis la partie professionnelle qui avait été évoquée, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quand même des bienfaits. Je peux travailler avec des gens partout dans le monde sans me déplacer. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup de collaboratifs grâce à justement des outils comme Mural, Miro, là, qui fait qu'on n'a plus besoin de faire des sommets en présentiel. On peut aussi le faire en virtuel, donc ça a aussi des bienfaits. C'est super. En fait, ça me fait penser à qu'est-ce que c'est que le temps personnel, puis l'implication communautaire, ça fait partie de ça. Puis on est nombreux à avoir des implications en dehors du travail qui demandent à être connectés également. Donc, on peut pas le réduire à ça. C'est pas juste du loisir, le temps personnel. C'est C'est ça. c'est vraiment, c'est super. Ben, merci beaucoup pour cette Merci. réaction et en même temps la présentation du bulletin. Peut-être, Sarah, tu veux choisir le prochain qui se soit prononcé contre? Ben oui, ben en fait, dans les gens qui sont fortement contre, sans amendement, j'inviterais peut-être quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Ah, ben les deux ont parlé. Donc, Roshni et Mélissa, une de vous deux, est-ce que vous voudriez venir défendre votre point de vue? Je peux commencer. Oui. Ben, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, en, je suis en, je ne suis pas d'accord parce que, tu sais, en termes de nos réalités, juste en milieu de la santé et des services sociaux, on se fie sur tout ce qui est web, tout ce qui est logiciel et tout ça, puis c'est des limitations qui se sont efficaces. Fait que ça veut dire qu'on perdrait beaucoup, beaucoup d'expertise aussi. Puis des fois aussi, on va aller chercher pour des chirurgies et tout autre. Un réseautage qui se fait entre chirurgiens, que ce soit aux États-Unis, en Australie, que peut-être qu'on n'a jamais vu ici d'ailleurs. Fait que ça enlèverait beaucoup de ça. Puis il faudrait avoir des exceptions, tu sais, tout ce qui est services essentiels, que ce soit agroalimentaire, que ce soit santé, services sociaux. Je vois pas comment une bibliothèque pourrait fonctionner, par exemple, avec juste comment ils font en ce moment, puis retourner en arrière. Ça, c'est vraiment difficile pour plusieurs raisons aussi, parce que même vous, puis en fait, nous, comme usagers de services sociaux, on a accès à nos dossiers via Internet et tout ça. Comment qu'on fait pour voir c'est quoi nos résultats de test ou si on veut savoir nos dossiers aussi, c'est comme ça.
Fait qu'il y avait tous les éléments personnels dans nos conditions de vivre, que ce soit des rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, on fait ça en ligne. Si on veut lire un livre, il y a beaucoup plus en virtuel. Fait que tout ça. Je vois pas comment qu'on pourrait faire ça comme on l'utilise tellement fréquemment aujourd'hui. Puis 1 heure et demie, est-ce que c'est assez? Je suis d'accord que c'est bien de reconnecter, mais est-ce qu'une heure et demie, c'est assez avec tout ce qu'on a besoin de faire? C'est intéressant. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que tu penses que ce serait peut-être trop complexe de proposer un amendement parce qu'il y aurait trop d'exceptions ou je te renvoie la balle un peu, Rochini. Au début, je pensais peut-être un amendement pour certains endroits, puis qu'on voulait appeler des services essentiels, mais je me demandais si ça serait déjà assez, parce que Valentine l'a très bien dit aussi, il y a tout l'aspect personnel qu'on fait aussi en termes qu'on se connecte. Une équipe à WhatsApp qui utilise aussi du Wi-Fi ou tout autre logiciel, Messenger, c'est tout ça aussi, là. Et comme pour moi, pour parler à ma famille en Inde, j'utilise WhatsApp. J'aurais pas la possibilité de les voir après plusieurs années de les pas avoir vus. Merci beaucoup. Est-ce que, Mélissa, tu veux prendre la parole par rapport à ça? Oui, maintenant, j'y ai accès. J'essayais de me connecter, mais ça ne fonctionnait pas au niveau du son. Me voici. Alors, en fait, ma position, c'est que, à mon avis, tout passe par l'éducation et la littératie. Je ne crois pas qu'on ne doive aux gens couper leur accès et c'est une forme, entre guillemets, là, si je vais aller avec un gros terme, là, mais de paternalisme quand on rentre dans la position de couper un droit qui est en fait aujourd'hui un droit qu'on considère en fait fondamental, celui du droit à l'accès à la communication, Internet et ainsi de suite. Donc, mon avis à moi, c'est l'autodétermination, c'est l'autonomie des gens, mais pour pouvoir permettre un plus grand support au niveau de l'écologie, de l'environnement, mais aussi de la santé mentale, de la santé des gens, de comprendre l'importance de la connexion humaine, ça serait d'avoir une plus grande formation des gens, une plus grande information constamment. Je trouve que c'est bien, nous, on en parle aujourd'hui ici, ensemble, mais l'expression « monsieur, madame, tout le monde », je ne crois pas que tout le monde comprenne l'ampleur, l'importance de bien comprendre et avoir une bonne littératie là, sur ce qui se passe au niveau autant de l'intelligence artificielle, la connectivité et ainsi de suite. Est-ce que je peux me permettre de rebondir? Oui. Je trouve ça super intéressant et je suis totalement d'accord avec toi et c'est hyper pertinent et l'éducation numérique est extrêmement essentielle et je pense que c'est une pierre angulaire de l'évolution vers un numérique plus responsable. Du coup, ça pourrait être une direction d'amendement. Mais au-delà de ça, on fait face aussi à des technologies qui viennent exploiter nos biais cognitifs et aujourd'hui, il y a des addictions qui sont générées par rapport à ça. Et on a une perte de contrôle. Et quand bien même on est plus éveillé, moi je le vois, j'avais supprimé Instagram après avoir découvert tous ces enjeux-là. Et ensuite, j'ai réinstallé et très vite, j'ai vu le mécanisme pernicieux se réinscrire avec les algorithmes de recommandation. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que même en ayant conscience, même en m'étant éduquée sur ce sujet-là, j'arrivais quand même à me faire happer par le système. J'ai réussi, vu que je me suis éveillée, effectivement, à en ressortir. Mais je trouve ça intéressant, du coup, c'est pour ça qu'est venue cette proposition de résolution, parce qu'il y a une perte de contrôle individuel par le fait de comment sont pensées les technologies. Oui. Comment est-ce que tu vois ça? En fait, c'est très intéressant. En effet, je dirais que c'est une autre façon, en fait, c'est de vouloir protéger les gens contre eux-mêmes. Mais encore là, je ne crois pas de bonne façon. Je crois qu'en fait, il faut continuer à travailler du point de vue de l'encadrement
au niveau de la réglementation de l'intelligence artificielle, au niveau de, par exemple, moi, j'ai un jeune garçon de 12 ans, le monde de Roblox, TikTok, Instagram et ainsi de suite, j'ai réussi à le garder loin pour un moment, mais c'est fini, là. Donc, c'est mon travail en tant que parent de l'encadrer. Il y a de la réglementation qui doit se faire en amont aussi, comme par exemple, la publicité aux enfants est interdite, du moins au Canada, quand elle s'y adresse directement. Ben, c'est des choses qui doivent être mieux encadrées dans ce monde-là. Donc, je crois que l'objectif est définitivement noble. J'y crois, puis c'est vrai que dans certains cas, certaines personnes doivent être protégées contre eux-mêmes. Mais je crois qu'il y a d'autres façons d'arriver à nos fins. Et c'est par un meilleur encadrement, définitivement. Fait tranquillement, pas vite, mais hélas, il y a beaucoup de, entre guillemets, on va dire des loopholes qui sont éternellement faciles à découvrir. Mais je pourrais longtemps à vous en parler, là, mais c'est ma position, qui est tout à fait ouverte à discussion. Merci, Mélissa. Ben justement, puisque tu ouvres sur la discussion, je pense qu'on pourrait peut-être aller du côté des amendements. Moi, personnellement, je n'ai pas pris le temps de lire les réponses, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester. Peut-être quelqu'un qui était entre le contre et le oui avec amendement. Donc, là, je suis tombée sur le bulletin de vote de Laura. Est-ce que Laura, tu voudrais partager ton opinion? Penchais sur scène. Ah, on a Frédéric. Ah, Frédéric et Laura. Super. Frédéric avait une question, je crois, en amont sur la dernière intervention ou c'est pour expliquer son amendement? C'était juste pour expliquer l'amendement. Ah, super. Bon, ben puisque ton micro est ouvert, Frédéric, tu peux y aller. Ah bon. Et en ligne, comme on dit. Bonjour à tous. Oui, ben en fait, bon, j'ai pris quelques notes. Là. Je vais essayer de faire ça court quand même. Là, si je me rappelle bien, on est quand même il y a un crash écologique qui vient de se produire. On est dans le trouble, là, solide à part ça. Ouais. Donc, j'ai bien aimé ce que les gens ont dit avant. Par contre, des fois, quand on se retrouve devant des absolus, comme un crash écologique, ça se peut qu'on soit obligé, par exemple, de mettre de côté certaines libertés individuelles. Là, je pense qu'on passe le paternalisme. Là, je vais avoir l'air de oui pas mal, mais là, vous allez voir mon nom après. C'est que moi, j'ai déjà vécu dans un monde sans le numérique. Je suis assez vieux pour ça. Fait que j'ai déjà connu ce monde-là. Puis, franchement, je ne retournerai pas en arrière. Tout ce que j'ai découvert de numérique dans les 20, 30 dernières années, 40 dernières années, c'est juste extraordinaire. Okay? Puis, évidemment, je suis capable de me passer d'Instagram puis de tout le reste. J'ai aucun mal à couper ça, peut-être à cause de mon background pas de numérique. Mais les jeunes aujourd'hui ont plus de misère avec ça. Mais les jeunes, c'est des bébites qui sont capables de s'adapter, beaucoup aussi. En même temps, réduire le temps à 1h30 par jour, je trouve que c'est utopiste, même s'il y a eu un crash écologique. Je ne pense pas que c'est juste possible. Les gens vont tricher, ils vont trouver tous les moyens possibles et imaginables de contourner les règles. Puis d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils font avec les règles qu'on leur impose présentement. Et donc, je reviens un petit peu peut-être à ce que Mélissa puis Laura, je pense, avant, avait dit. La prévention, l'éducation, puis aussi, il ne faut pas négliger le fait que devant une catastrophe, les gens finissent par réagir puis ils peuvent s'adapter, justement. Ben, pas tout le monde, évidemment. Il y aura toujours des gens, des incorruptibles qui ne voudront rien savoir puis qui vont continuer à gaspiller la planète. Mais j'ai l'impression que si on se retrouve devant un crash écologique, je pense que la majorité va finir par réagir. On n'aura peut-être pas besoin d'imposer une loi. C'est peut-être par de la réglementation tiers qu'on va y arriver. Par exemple, réglementer les fermes de serveurs qu'on construit à gauche puis à droite partout dans le monde. Il y a peut-être dans ces moyens-là qui sont indirects qu'on va être capable d'aller chercher une certaine acceptabilité sociale. C'est pas mal mes points. OK. Quand je lis
ton amendement, je vois qu'il y a aussi l'idée d'aller un petit peu progressivement. Donc là, tu as parlé de la réglementation pour les fermes de serveurs, mais est-ce que tu voyais progressivement aussi par rapport au temps, donc passer de 2h30 à 2 heures à 1h30 éventuellement? Ou... Ouais, il y a peut-être, c'est peut-être un peu machiavélique de ma part, là, mais il y a peut-être une façon de manipuler le monde complet pour finir par inciter les gens à en faire moins. Mais l'étapisme, je le vois souvent. Par exemple, les sacs réutilisables. Bon, ben, par étapisme, on a fini par faire que les gens utilisent aujourd'hui des sacs et moins de sacs en plastique. Bon, mais c'est souvent frustrant et long. Mais c'est souvent la seule façon de faire entendre raison aux gens. Fait que faut être patient dans ces. C'est dans ce sens-là que je plaçais de l'étapisme. Mais pas nécessairement machiavélique. C'est bon. De toute façon, c'est toi qui as mentionné. Oui, je m'assume. Laura, qui était déjà sur scène, est-ce que tu veux présenter ton amendement? Excuse-moi, Valentine, là, je suis allée dans l'ordre des personnes qui sont arrivées. En fait, c'était pour interagir. Interagir, oui. Si je peux me permettre. OK, parfait. Mais... parce que après, on va passer à quelque chose d'autre sûrement. En fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Fred. Et ça me fait penser qu'on ne parle pas forcément d'aller chercher aussi de comment optimiser, en fait. Les solutions technologiques aujourd'hui, quand on conçoit un produit, on ne met pas beaucoup d'efforts à comment on pourrait optimiser les ressources que ça prend. Il y a des gens qui commencent à se spécialiser là-dedans. Mais au lieu de sans arrêt créer un nouveau produit, est-ce qu'on peut se servir de produits existants? Ou si on crée vraiment un nouveau produit, comment on pourrait optimiser directement avant même qu'on parte de l'idée, de repenser dès l'idée à optimiser en fait la notion de ressources? Est-ce que même on est dans le futur là, donc est-ce qu'on pourrait même imaginer qu'il y ait plein de choses qui soient très low-tech parce que c'est des fonctionnalités qui sont très simples et donc il n'y aurait pas besoin de mettre en place tout ce qu'on met en place éventuellement aujourd'hui? Plus dans la solution. C'est vrai qu'il y a vraiment un rôle à jouer, mais je pense que chaque partie prenante, là on est parti sur une résolution qui concernait majoritairement les utilisateurs, mais il y a tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont une responsabilité numérique à endosser, notamment les concepteurs. Et moi j'ai échangé avec quelqu'un qui est pro réseaux sociaux et qui aime beaucoup ça. Et pour lui, il a envie de continuer à utiliser parce que c'est hyper pertinent. Et il me dit, viens, ça va être pratique pour toi, etc. Et moi, je lui dis, le jour où je réutiliserai Instagram, c'est le jour où, en tant qu'utilisateur, on me donnera le pouvoir de choisir si je veux avoir un algorithme de recommandation qui me propose des contenus ou non. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de, justement, la conception, avant même de venir à l'interdiction, effectivement. Il y a des étapes. Bon, on revient sur l'étapisme de Pluto, qui nous amènera peut-être au fur et à mesure vers une réduction de notre utilisation quotidienne, juste de manière beaucoup plus organique, au lieu d'être dans l'imposition. C'est exactement ça. En fait, j'ai rencontré aussi je suis product manager, puis j'ai rencontré une product manager à Nantes qui essaye justement de dire ce serait l'idéal. On est sur à chaque fois des produits, on gère une stratégie. Mais comment en fait tout de suite on peut essayer d'aller attaquer ce genre de choses et ce genre de problématiques. Puis il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas forcément en tech, puis qui pensent que justement pour créer un produit numérique, il faut absolument créer quelque chose de nouveau. Mais en fait, rien que pour tester une idée, on peut utiliser des choses existantes. Et peut-être que ces choses existantes sont plus optimisées. Donc, c'est des choses qui pourraient être réfléchies au lieu de faire c'est des produits qui copient d'autres produits, ou on explose en produits. Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ou réutiliser des choses plus low-tech peut-être aussi? On est dans le futur. On va y arriver. C'est intéressant d'associer le futur aux bases technologies, low-tech plutôt que high-tech, alors que c'est un peu dans cet imaginaire-là qu'on est souvent. Laura, finalement, je te donne la parole. Est-ce que tu veux présenter ton bulletin de vote, s'il te plaît? Ton micro ne fonctionne pas. Ah ben.
pourrait le lire à voix haute. Oui, c'est ça, on va le lire à voix haute. Donc, je vais te donner ma voix, Laura. Donc, je ne suis pas d'accord parce que je ne sais pas d'ici là si la culture sera principalement sur les écrans et je suis une grande consommatrice de culture. Art, livres, jeux vidéo, séries télé, etc. Je pense que les interactions sociales avec des amis et de la famille sur le web me permettent également d'entretenir ma santé mentale. Donc, pour un amendement, y aurait-il des moyens mis en place pour développer des activités en personne dans chaque ville et chaque région? Comment délimiter le temps des écrans selon les ressources médicales en ligne, les activités sociales, la consommation de culture, sauf en retrouvant les vieilles méthodes? Il faudrait le faire en fonction des types de contenus ou des pratiques. Ça me semble dangereux d'avoir un jugement sur l'utilisation des individus. Super, excusez, j'ai regardé quelque chose dans le chat en même temps. OK, parfait. Je ne vais pas me préoccuper de ça. Merci pour ta contribution, Laura. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça amène les idées un peu de jugement de valeur. Donc, est-ce qu'on peut vraiment déterminer que, clairement que pour de la télémédecine ou recevoir des soins de santé mentale en ligne, on serait comme, évidemment qu'on va le permettre, versus est-ce que jouer aux jeux vidéo, c'est plus important? Est-ce qu'il y a un usage qui est plus vertueux qu'un autre? Puis, c'est un enjeu de déterminer ça. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait réagir aux commentaires de Laura? Vas-y, Raphaël. Je sais pas, je vais prendre juste la parole pour faire un commentaire parce que des fois je fantasme avec un futur dans lequel on se retrouve moins souvent devant des écrans à regarder Netflix pendant des heures puis des choses comme ça ou écouter de la musique. Puis je m'imagine un grand retour dans lequel puis c'est ce que j'ai commencé à adopter dans ma vie. C'est quand je vais une fois par semaine voir des activités culturelles à l'extérieur, le cinéma pour le film en général, le théâtre, la musique, puis en réduisant ma consommation en ligne, je me rends compte aussi de comment je redécouvre des émotions au moment d'être en contact avec les produits culturels de façon plus sporadique. Puis j'ai toujours fait une distinction entre l'écoute passive puis l'écoute concentrée, par exemple, dans mes habitudes, puis j'essaie de documenter ça. C'est ma posture un petit peu documentation phénoménologique là-dessus. Donc, ça m'a fait penser à ça et j'aurais dit que ça aurait été ma posture de favoriser les espaces dans lesquels on vit des moments de culture collective plutôt que de façon individuelle en ligne. Mais ça peut être réduit dans le temps qui est proposé dans l'amendement si on est dans une posture, c'est ça, dictatoriale, encore une fois. Donc, on aurait 1h30 pour aller voir un film ensemble. C'est ça que tu veux dire? Ça serait contraint dans ce temps-là? Non, parce que c'est un usage collectif, puis on a contraint les usages individuels. Donc, collectivement, on aurait la possibilité de le faire, puis on pourrait voir le Director's Cut de Apocalypse Now qui dure 4 heures. Mais c'est vrai que c'est une notion hyper intéressante parce que ça va nous faire changer totalement. Enfin, si cette résolution passe, imaginons dans un univers soit dystopique pour certains, soit utopique pour d'autres. Mais là, notre rapport au temps sera totalement différent, notre rapport au contenu sera totalement différent. Aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur Netflix, pour citer d'autres plateformes de streaming aussi, il y a aussi cette notion de passivité dans notre rapport au contenu, alors que si on revient aux anciennes méthodes, de prendre le temps d'avoir téléchargé un épisode en amont, donc là on n'est pas dans un temps de connexion, vu que c'est pas en train de streamer, c'est différent, on a téléchargé le produit en amont et on a un rapport où j'ai fait l'effort de le télécharger, donc je vais faire l'effort de l'écouter. Je suis dans le choix, je suis dans une posture active dans mon rapport et dans ma consommation de contenu. Donc, ça va
ça va forcément amener à utiliser totalement différemment le numérique. Donc, c'est ça aussi l'objectif. Et je pense qu'il y a des cas d'usage qui seront totalement différents. Enfin, je pense que c'est une transformation sociétale globale qui pourrait être intéressante à expérimenter. Même nous, se dire, bah, pendant un mois, je vais tenter d'utiliser à titre personnel uniquement 1h30 mes outils de connexion personnelle. Ça peut être une expérience intéressante à vivre. Ben oui, puis ça me fait rebondir un petit peu sur ce bulletin de vote que j'ai sous les yeux, qui est de Annie, qui propose que le processus de déconnexion soit libre et volontaire. Donc, je trouve que ça fait écho à ce que tu disais, Tiffaine. Annie, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous. Est-ce que tu veux prendre la parole? Un peu lente, en espérant que vous me faites ça dans le clavier droit si c'est pas audible. On t'entend très bien. Donc, en fait, ma proposition est que, en fait, ce qui est très sympathique, c'est que je suis pour, mais j'ai les mêmes arguments que Mélissa qui est contre. J'ai adoré son intervention. À l'effet, ça peut être intéressant de collecter des données de connectivité de façon anonyme pour qu'on ait des mécanismes pour opérer le changement. Puis je donnais par exemple des campagnes de sensibilisation, des formations et bien évidemment, l'État pourrait agir là-dessus, mais aussi la société civile. Fait que je me vois très bien, je voyerais très bien, par exemple, la Maison de l'innovation sociale, utiliser ces données-là ouvertes pour créer des ateliers de sensibilisation, pour créer des applications. Puis moi, personnellement, par exemple, je n'utilise pas d'application qui va me permettre de contrôler ma déconnectivité parce qu'il collecte des données sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je préférerais bien plus avoir des données anonymes qui me sensibilisent sur mon hyperconnectivité parce que je suis trop connectée dans la vie. Je fais vraiment partie de ce profil-là. Donc, et d'avoir un petit alerte sur mon cellulaire me disant que j'ai dépassé mon heure et demie et là, je décide si je vais utiliser mon heure et demie dans la journée parce que je n'ai pas accès, moi, à un cinéma puisque je demeure en région. Le cinéma est chez nous, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. C'est une fois par mois. Donc, j'ai accès à du contenu, je l'ai quoi, sur des parfois de GAFA, mais c'est moi qui décide. Fait que c'est pour ça que je proposais un amendement qui était de dire, ben oui, on le fait, donc j'étais pour, mais en laissant le choix aux citoyens de dire, ben non, moi aujourd'hui, je vais dépasser mon heure et demie parce que j'ai des impératifs artistiques, familiales, etc. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis tu soulèves la dimension que de territoire. Donc, c'est pas parce que, bon, ici peut-être à Montréal ou à Nantes, si on lui dit, bon, ben tu déconnectes, peut-être qu'en sortant de chez elle a une variété, une offre culturelle de proximité qui lui permet de profiter du temps libre, du temps qu'elle a pour la soirée, par exemple. Mais c'est pas la même chose pour un jeune en Gaspésie qui tourne en rond dans la cour. Donc, ou pour jeune, moins jeune, de tous âges, dans le fond. Ça, c'est vraiment intéressant, cette dimension-là, que c'est pas cette règle ou d'agir par la contrainte, ça ne va pas s'appliquer de la même manière sur tout le monde en fonction de où on vit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Parce que là, il nous reste un petit 15 minutes. Le but, c'est de s'en aller vers un vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Peut-être en réaction à ce que Annie a dit. Ou on peut aller complètement ailleurs. Je crois que Cassandra, on ne t'a pas entendu encore. Je ne sais pas si tu es toujours parmi nous. Donc, est-ce que c'est un problème avec ton micro, Cassandra? On ne t'entend pas. Que vous m'entendez?
Oui, on t'entend. Ouais, super. On dirait que ma prémisse de départ a comme été un peu chamboulée par tout ce que j'ai entendu. Fait qu'on dirait que c'est plus trop ce que j'en pense. Mais définitivement, je pense que c'est dangereux. En fait, je reviens sur la question du territoire, beaucoup, je pense, qui me touche, dans le sens où c'est tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant a été beaucoup notre vision et notre accès occidental à tout ce qui est numérique. Mais après, le numérique peut servir de façon très positive dans plusieurs cas. On vient à la question de la culture, puis pour beaucoup de gens, c'est parfois leur seul accès à la culture. Fait que de limiter cet accès-là, est-ce que c'est réellement bénéfique? Je pense que je le mentionnais aussi dans mon bulletin de vote, c'est aussi un lieu informatif, puis qui nous permet aussi de développer nos connaissances, puis de développer notre sens critique, déguiser nos valeurs aussi, d'une certaine façon. Donc, de limiter cet accès-là, est-ce réellement bénéfique au point de vue personnel? Pour certains, peut-être, mais pour d'autres, ça peut aussi entraîner des effets vraiment très négatifs. Fait que, ouais, je pense que c'est... ouais, c'est ça que j'avais à dire, je pense. Merci beaucoup. Puis, initialement, tu voulais peut-être y aller par type de contenu. Oui, c'est vrai, effectivement. Je me disais, en fait, c'est ça, dans cette idée-là que ce qu'on retrouve dans nos univers numériques peut être très positif aussi, de limiter, je pense, vis-à-vis, c'est ça, le type de contenu pourrait être, je pense, une option, de dire effectivement, pour gérer une certaine portion de ma vie personnelle qui n'est pas nécessairement du loisir, oui, j'ai besoin de temps. Fait que, de dire, bon, ça, c'est ce temps-là pour être alloué à peut-être plus des réseaux sociaux ou plus à, je sais ça, justement, remplir de la paperasse ou autre, ou à consulter de l'information. Je pense pourrait être une alternative, là, un amendement possible. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Moi, je voudrais rebondir sur un point. On a vachement... Il y a une réaction du public. Il y a Annie qui a levé la main. Oh! Oui. Puis, je crois qu'on Annie et Mélissa sont sur scène. Annie, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. En fait, moi, je voulais juste supporter ce qui vient juste d'être dit, c'est-à-dire le fait que dans bien des situations, le numérique peut venir supporter, comme par exemple l'accès à l'éducation, l'université. L'université en ligne est de plus en plus accessible. Il y a plein de cours qui s'offrent. Donc, dans ce cas, on va passer la journée sur des formations en ligne et ainsi de suite. Donc, ça vient pallier à certains manques dans certaines régions. Donc, c'était simplement pour appuyer ce qui vient d'être dit. Donc, oui, définitif. Oui, Annie, c'était bien toi, la seule Annie. C'est parce qu'on te voit à l'écran en ce moment. Donc, j'avais l'impression que tu voulais peut-être prendre part à la discussion. Ah, OK. Bon, désolée, une petite erreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se prononcer? Donc, vraiment, je pense qu'on pourrait prendre une dernière intervention et ensuite, on passerait au vote. Est-ce que tout le monde a participé? C'est pas pour mettre de la pression pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais peut-être une dernière lecture. Je crois qu'on a passé au travers de tous les bulletins de vote, mais je pourrais me tromper, là, donc je ne veux pas museler quelqu'un ici. Non, j'ai l'impression aussi. Tout à fait. On peut peut-être passer au vote puis à une conclusion qui aura la forme. Super. Si, OK.
Merci tout le monde pour les échanges. Je ne sais pas si ça vous a aidé si ça a confirmé votre position ou si ça vous a rendu plus ambigu. J'ai hâte de voir. Donc, pour procéder au vote final, je vais vous inviter à retourner dans le mural si vous n'y êtes pas déjà. Puis, vous allez voir comme 2 grandes colonnes là, avec des petites étoiles bleues et rouges. Et vous allez pouvoir saisir une étoile et aller la placer c'est dans le pour ou le contre selon votre position. Puis on va voir où se situe le groupe. Est-ce que tout le monde s'est bien situé pour le vote? Il faut remonter sur le mural à côté de la résolution. On a un tableau avec 2 choix. Puis là, ça se dessine pas mal pour la décision. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il faut remonter à côté de la résolution. Le point de 5 qui est à côté du point 1, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. OK, donc on a 1, 2. Donc, je vois encore des votes en train de se faire. OK, donc on aurait un total de 10 votes, 3 pour et 7 contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui voudrait, qui a pas eu le temps de voter? J'ai l'impression que je ne vois plus de petites flèches bouger dans le document. Fait que j'ai l'impression que tout le monde s'est exprimé. Tiffaine, je t'inviterais peut-être à réagir à ce vote final. Oui. Alors, pour préciser que moi, j'ai voté pour. Je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est plus pour inviter chacun à venir expérimenter, d'essayer de tenter de réduire au fur et à mesure son utilisation. Moi, je vais essayer de faire l'expérience de vivre pendant une semaine, par exemple, expérimenter, où je vais réduire ma consommation de connexion à 1h30. Et donc, en fait, c'est une réflexion de comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut tendre à la réduction de notre temps de connexion quotidienne dans nos usages actuels, dans le contexte qui nous est aujourd'hui, enfin, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre participation. Et aussi, je voulais vous inviter à aller découvrir le manifeste débranché qu'on a co-rédigé ensemble et qui va donner des pistes de réflexion sur ce que pourrait être le numérique responsable. Et au passage, on va intervenir jeudi matin pour présenter notre manifeste, les visions qu'on a cherché à transmettre à travers nos écrits, à travers... on a fait un podcast, on a aussi fait une bande dessinée que vous découvrirez dans le numérique. Et on serait ravis de vous voir jeudi matin pour pouvoir échanger avec vous. Et peut-être que vous nous direz que ça vous intéresserait de tenter l'expérience, d'essayer de réduire à chaque jour votre temps d'utilisation quotidienne de connexion. Mm-hmm. Donc, même si on voit que la résolution n'a pas passé, merci Raphaël pour l'icône qui parle. Je pense que ce qui est à retenir un peu, c'est de se dire, avant qu'on ait des contraintes ou que ce soit des trucs qui soient faits dans des processus un petit peu coercitifs, qu'est-ce qu'on peut expérimenter dans le plaisir, puis qu'est-ce qui peut émerger d'une réduction du temps d'écran. Puis peut-être qu'on va se découvrir peut-être qu'on ne voudra pas revenir à 3 heures de connexion par soir. Donc, à suivre. Merci tout le monde. Merci. En fait, je vais remercier tous les
participants donc, qui sont à l'écran en ce moment. Donc, merci Marie pour la modération, Tiffaine pour les belles réflexions, Rosanne et Raphaël. Et je remercie aussi tous les participants. Puis, je vais vous libérer tout de suite. Là, on a fini 3 minutes d'avance, mais s'il y en a qui veulent rester et discuter, on peut le faire. Mais sinon, vous allez pouvoir prendre une petite pause de déconnexion avant votre prochain événement en ligne, peut-être. Et, merci Sarah aussi pour cette belle animation puis modération. On ne va pas t'oublier non plus dans tout ça. Ça me fait plaisir. Bon, merci à tous et peut-être jeudi matin, ça serait le fun. Maintenant qu'on a créé des liens. Et aussi, vous pouvez utiliser votre application Swapcard pour connecter directement avec nous et proposer une rencontre si ça vous intéresse d'échanger sur le manifeste ou même sur la réduction du temps d'utilisation de connexion à chaque jour. Rassurez-vous, on n'est pas des fous des connexions. Puis, on répond à nos courriels. Plus de contraintes, ça mène mieux à la discussion, mais c'est ça. On n'est pas des extrémistes. Merci à vous. Merci tout le monde. Passez une belle journée. Merci Laura. Voilà. J'ai dû repousser une rencontre avec ma cliente de tout à l'heure pour pouvoir rester jusqu'à la fin. Tu voulais savoir le vote? Oui, là j'étais full dedans. Je voulais savoir comment ça allait terminer. J'anticipais le coup d'État, je sais pas.